Soirée d'Adrien, disparate, assurément réussie. Les jeunes gens ont dansé jusqu'à 3 heures du matin. Bobo en habit de velours rouge cramoisi. Tom, en liton, arborait sa barbe et son gros œil brun. Janice un énorme nez. Clive, plein d'entrain, dansait avec Bobo, mettant ainsi un ternis à leur ancienne brouille. Duncan, en prince français, portait un postiche blond. Anne, à demi nue, très distinguée, charmante, hautaine, impétueuse. Richard, courtois, impénétrable, ne change pas, a fait remarquer Angelica. Molly, quelque peu vieillie. Rachel, enveloppée dans un châle rouge, s'apprête à mettre au monde un Cécile. David parle à tue-tête de son livre, de Young Melbourne, qui a paru jeudi, a été critiqué, loué, décrié, refusé par les États-Unis et la Box City, etc. Sans oublier les éternels bouchons qui flottent au fil de l'eau. Les nullités qui espèrent bien entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose, tentent une approche, se font repousser, parviennent à s'accrocher, Portia Holman, les Enfield 19. C'est une sorte de libération qu'engendre le port d'un masque. On se grise, on s'abandonne au plaisir de n'être plus au moi habituel. Tom s'épanouit au milieu des lumières et de l'agitation, tout autant que moi. La mort de Yea a été rendue publique hier soir. Lui, le grand poète aux longues bajoues épaisses, que j'ai rencontré pour la dernière fois chez Ottoline. Dottie va se retrouver déchu de son ancienne splendeur. Mais je veux cultiver l'art de la sympathie plutôt que l'art de la satire. Et puis nous sommes tous sur des charbons ardents, dans l'attente du discours que doit prononcer Hitler ce soir. Mardi 31 janvier 2021, journée fort raisonnable hier. N'ai vu personne. Et pris l'autobus jusqu'à Southwark Bridge. En marchant dans Thames Street, j'ai aperçu des escaliers qui menaient au fleuve. Je les ai descendus en bas, une corde que j'ai enjambée avec l'aide de sa riche élève, influente et dévouée, la princesse Marie Bonaparte, 1882-1962, épouse du prince Georges de Grèce, le vieillard de 82 ans qui était Sigmund Freud puis quitté Vienne, sous domination nazie, le printemps précédent, et depuis septembre, vivant au vin, Maresfield gardant avec sa plus jeune fille, Anna Freud, 1895-1982, psychologue pour enfants. Le roman picaresque de Martin Freud, Parole d'honneur, fut publié un peu plus tard cette année-là. Les Enfield étaient des résidents de Bloomsbury. Elle était une femme de lettres dont la Hogarth Press était l'éditeur. VW la connaissait sous son nom de jeune fille, Husset, avant son mariage avec Ralph Enfield, fonctionnaire, en 1921. WBA est décédé à Roquebrune-Cap-Martin le 28 janvier 1939. Pendant les semaines qui précédèrent sa mort, son amie Lady Dorothy Wellesley, qui possédait une villa non loin de la Bastide, alla le voir très régulièrement. Pour la dernière rencontre entre Yea et VW voir VW, journal, 26 octobre 1934. VW écrivit par erreur, un mardi 30 janvier, février 1939 1372 me suis retrouvé sur les quais de la Tamise, en contrebas des entrepôts, jonchés de cailloux, de bouts de ferraille, et très glissants. Des bateaux étaient amarrés près du pont, de Southwark, non, celui qui suit le Tower Bridge, le London Bridge. Le sol était extrêmement gras, les murs des entrepôts écaillés, couverts d'herbe, corrodés. Le fleuve devait probablement les recouvrir à marée haute. Elle était basse à ce moment-là. Sur le pont, les gens avaient les yeux braqués sur moi. J'avais du mal à marcher. C'était là un antre fluvial, hanté par les rats, peuplé de grosses chaînes, de piliers en bois, de vases verdâtres, de briques rongées et, par terre, d'un crochet à boutons rejeté par la marée. Il faisait un vent glacial. Je songeais à ces réfugiés barcelonais, dont cette femme portant son bébé dans un baluchon, qui avait fait 40 kilomètres à pied. De là je me suis rendu à la tour, et fait tout un circuit, me suis retrouvé dans Hart Street, la rue de Est et Olave, l'église de Puppy. Il faisait trop froid pour en entreprendre l'exploration, et déambuler dans les allées de Fanchurch, d'Amby-Yanksgat, traverser le marché de Léadenal, revu Toby en train d'acheter son noix sauvage, aperçu un faisan doré, et puis suis revenu en omnibus. La rue, les boutiques, autant de produits de notre monde industriel. J'ai voulu acheter l'Ouel, le pays des aveugles, dont Tom avait dit le plus grand bien l'autre soir.
sans succès. Je suis donc rentré à la maison, et oublié d'éteindre la bouilloire, la prise à sauter. Et lu Michelet, écrit à Desmond au sujet de sa poétesse. Elle est chez les Fabiens, et allumer le gramophone, écouter la voix de nos maîtres Hitler s'est montré moins virulent qu'on ne s'y attendait. Et lu des manuscrits, de magnifiques Rothschild, puis suis allé me coucher 23. Mon esprit vient une nouvelle fois de regimber devant Roger et les faits, si bien que, pour ne pas le contrarier, j'ai rédigé la vieille histoire du télescope de Henry Taylor, qui ne cessait de me trotter dans la tête depuis 10 ans. Ainsi, j'éprouve à nouveau un sentiment de vie et d'animation. J'ai renoncé à Elisabeth Bowen et à Séan ou Faolin, cet après-midi, pour aller voir Mrs. Wolfe. Et c'est maintenant, comme d'habitude, l'heure du déjeunera, jeudi 9 février, si fatigué que je n'ai même pas la force d'ouvrir les lettres de Berlin de Nessa, à Roger Free, 1929. Cette lassitude est à mettre au compte de 8 heures de discussion ininterrompue, et après 4 jours de soleil ininterrompu, les 4 jours Puppies habitait à cet England qui donnait dans Saint Olaf Street, où se trouvait l'église où il se rendait fréquemment. Celle-ci fut pratiquement détruite au cours du Blitz, puis reconstruite. À l'intérieur se trouve le buste de sa femme, Elizabeth. H.G. Wells, The Country of the Blind and Other Story, Le pays des aveugles et autres histoires, 1911. V.W. réussit plus tard à se procurer un exemplaire chez le libraire David Nutt de Shaftesbury Avenue, de même que 2 volumes de l'histoire de France de Michelet, voire plus loin, 17 février 1939. De Magnifiques Rothschild, 1939, de Cécile Roth. Sir Henry Taylor, 1800-1886, auteur de la pièce envers Philippe van Artevelde, 1834, occupa un poste au ministère des Affaires coloniales sous les ordres du grand-père de V.W., Sir James Stephen, avec qui il devint ami. Son père, Leslie Stephen, rédigea sa biographie pour le DNB, The Dictionary of National Biography, lors qu'il était jeune. Taylor vécut plusieurs années dans une tour au fin fond du comté de Durham, au nord-est de l'Angleterre, d'où il était originaire. C'est dans une tour que se situe l'histoire du télescope de V.W., voir la version holographe datée du 31 janvier 1939 dans la collection Berg, et d'autres versions antérieures dans la MHP Sussex. B9K, 1930, et B10F une variante, MHP Sussex B19, fut publié après la mort de V.W., sous le titre de ses articles dans Haunted Flus. L'écrivain irlandais Séan ou Faolin, 1900-1991, était un ami d'Elizabeth Bowen. V.W. reporta sa rencontre avec eux au 8 février 1939-1373 de notre séjour à Monsieur H. Ainsi donc, les gens affluent. Ed Bowen, Séan ou Faolin et le quatuor Bush. En feuilletant mon vieux journal intime grec, j'ai été amené à réfléchir à certaines choses. Je ne retiendrai que celle-ci, à savoir que je n'ai pas l'intention de m'écarter de la stratégie définie à cette époque-là, 1932, et destinée à traiter du déclin de la notoriété. L'accepter, puis l'ignorer, et pousser l'aventure toujours plus loin. Il est évident qu'il n'y a d'autre limite que celle où l'on enferme soi-même. Repousser sans cesse le prévisible, toute attitude préconçue pour découvrir ce qui se cache en dessous. Or même cela, je suis incapable de l'énoncer clairement d'eux. Et puis Molly. Mais nous devons nous rendre maintenant à l'exposition canine de Crufts 3, et il fait toujours un temps superbe. Vendredi 17 février à bout de nerfs à force d'avoir parlé et discuté avec David, Cécile, de 4 à 5 heures, puis avec Cathy Lewis, avec les Hambourg ensuite. Retour à la maison. Et, de nouveau, discussion avec Raymond, Anna Freud et puis les Chilvés jusqu'à midi et demi, soit 9 heures de conversation tantôt sérieuse, tantôt futile, que j'ai agrémenté en faisant l'achat d'un Michelet chez Nutt et du pays des aveugles. Des bruits de marteau et de pioche ce matin ont ajouté encore à l'exaspération. On démolit Tavistock Square pour construire des bureaux. Alors, je suis sorti dans le froid vif et me suis acheté des cahiers. J'entreprends mon grand tour de la littérature. C'est-à-dire que je vais écrire un livre de découverte, en lisant comme on égrène un chapelet. Pour cela, il me faut suivre une voie qui passe par Sévigné, Michelet, Somerset Maugham, etc. Voilà l'idée générale, encouragée dans mon entreprise par cette grande et marsupiale Marjorie Strachey qui m'exhorte à faire un livre de critique,
ce qui, en vérité, me tente depuis longtemps. David se montre de plus en plus cordial. Raymond, mon Dieu, quel petit rond de cuir camard et ordinaire il est devenu. Sans cœur et plein de suffisance, avec sa nouvelle manie de battre l'air avec ses bras, il a perdu toute son émotivité et sa gentillesse d'antan. Ô vieillesse, lourd est ton tribut. Et moi aussi, je me suis sentie desséchée et très très vieille. Rachel attend son bébé. Mardi 28 février, il est regrettable, à dire vrai, que je ne vienne écrire ici que lorsque je n'en peux plus d'avoir parlé. Je me borne à consigner les résidus et les accès de mélancolie, et encore de façon très sommaire. Me suis mise en congé de rejet, ce qui m'a valu une journée de bonheur dans PH, mais alors est arrivée une avalanche de paquets, les livres qui viennent de paraître et je ne sens plus ma tête. Et comme d'habitude, dès que je suis à terre, tous les moucherons se précipitent sur moi. Ce sont toujours le 8 février, les Wolf assistèrent au deuxième concert d'une série de récitals donnés par le Quatuor Bushwick-Wigmore Hall. Ils y entendirent le Quatuor en do dièse de Beethoven, le Quatuor en si bémol majeur, des 11 pieds, de Schubert et le quintet en sol mineur de Mozart. Voir VW Journal, 17 mai 1932. Quelle attitude convient-il d'avoir fait aux critiques l'exposition canine de Crufts eut lieu au Royal Agricultural Islington. Molly McCarthy vint prendre le thé chez les Wolf à leur retour de cette manifestation. Le pianiste virtuose d'origine russe, Marc Hambourg, 1879-1960, et son épouse anglaise étaient des amis de Miss Lewis, dont les parents étaient musiciens et grandis mécènes 1374 à l'art 19.39 les mêmes, inutile de les passer en revue. Je dois prendre la parole devant des étudiants d'un collège technique. Les engagements se multiplient, sans compter les innombrables réfugiés qui viennent compliquer l'imbroglio. Et voilà, je les ai mentionnés, alors que je m'étais promis de n'en toucher mot. À Olivier Wolf. En discute en ce moment à l'étage avec elle, je m'en vais les rejoindre par pure courtoisie. Harold est chargé d'une mission que je lui ai confiée. Morgan a déjeuné, hier. Discussion houleuse à propos de la définition du communisme, de ses devoirs vis-à-vis de la commission sur la diffamation. Et puis nous avons papoté, parlé de Peter et de Prudence. Lucas, elle est folle. Nessa, après le dîner. Ma vieille rancœur à l'égard de elle en continue de me tarauder. Oh, elle ne te remboursera jamais les vies cool comme à l'ordinaire. 20 minutes au téléphone avec Saxon. Irai-je déjeuner avec Graharnache à raison 6. Curieux comme sa voix est devenue posée, pareille à celle d'un vieillard. S'ajoute à cela mes accès de jalousie déplacés. Je crois malgré tout pouvoir parvenir à piétiner tout cela, au sens propre du terme, en allant me promener cet après-midi. J'ai tant et tant de choses à voir, nul besoin de nouveaux habits. Ensuite, je tâcherai de m'endormir en lisant un livre. Ainsi demain aurai-je retrouvé toute ma tête. S'il n'était pas midi et quart, j'irai marcher tout de suite. Malheureusement il tombe des cordes. Je m'en vais donc tranquillement lire de la poésie, car j'ai apporté Shelley ici avec moi. Je viens à l'instant de parcourir Mont Blanc, de Shelley, mais il n'y a rien à faire, cela ne m'inspire pas, sans cesse les nuages s'interposent. Dans le cas où j'entreprendrais un nouveau poème, quel en serait le contenu, j'y introduirais sans doute une idée forte à un moment ou à un autre. Mais le langage est si nébuleux, plutôt non, ce sont les mots qui se chevauchent, comme les ronds dans l'eau. L'un est fait sans l'autre partiellement, jusqu'à ce qu'une confusion générale s'ensuive. Franco a été reconnu hier. Dire que Julien est mort pour cela. Malgré tout, n'est-ce ses forces, j'imagine, de vivre, y parvient, par une très grande activité. Vendredi 3 mars, quelle est l'origine de l'expression « la puce à l'oreille » c'est ce que je viens d'écrire à l'instant. Cependant, il me faut, à midi et quart, laisser ce sujet de côté et décrire la journée d'hier, jeudi, journée fort longue qui s'est néanmoins déroulée, dans l'ensemble, de façon satisfaisante. Une matinée des plus désagréables, à ce point préoccupée par mon discours que je suis partie me promener, et suis allée m'acheter quelques francs freluches, après quoi, nous nous sommes mis en route pour le collège. Là, nous avons rencontré un petit homme empressé, au visage basané et en pantalon de velours, avons passé en revue un mur couvert d'illustrations destinées à Orlando. Monsieur Faustet fut convié par le Lord Chancellor, le ministre de la Justice,
a participé à la commission d'enquête qui devait élaborer un rapport sur la loi relative à la diffamation. Francis Graham Harrison, né en 1914, formé à Eton et à Oxford et fonctionnaire depuis peu au ministère de l'Intérieur, était le fils d'un ancien collègue au Trésor de Sydney Turney. Le 27 février, Chamberlain annonça devant la Chambre des communes la décision du gouvernement britannique de reconnaître le gouvernement du général Franco, qui contrôlait alors la majeure partie du territoire espagnol, voire Pointe-Saule, édité par Mitchell et Asca, 1938, première version, page 155 et note page 225, il fléa EAR, mot à mot la puce à l'oreille S, mais l'expression en anglais n'a pas du tout le même sens qu'en français, et désigne un blâme. Une sévère réprimande, c'est alors que sont arrivés une cinquantaine d'étudiants des Beaux-Arts, en corsage et en chemise, agiles, jeunes, aux regards inquisiteurs. Je me suis levée, sans trop de nervosité, me suis mise à parler avec le sentiment d'avoir amélioré mon expression orale. Puis elle a donné son point de vue d'éditeur. Et tout cela fut très réussi. Une contribution extrêmement précieuse, déclara le professeur qui demanda à elle de reprendre sa démonstration, ce qu'il fit. Non, ce ne fut pas extraordinaire, mais assez gai, dans une ambiance désinvoltée détendue, 1000 fois plus agréable qu'à Oxford ou à Cambridge, ce qui me fait penser que Liverpool m'a proposé aujourd'hui de me décerner un doctorat. J'ai refusé. Ils nous ont également offert un spécimen d'un livre d'imprimerie un peu trop artistique, après quoi nous avons pris congé, et j'ai retrouvé mon calme en lisant Chaucer. Puis dîner à l'atelier, suivi d'un long mais somme tout admirable et agréable jeudi soir. Il y avait là les Roger, deux castors grassouillets, en tous points identiques, des artistes, les Spenders, innés, en net progrès, indépendants et futés, Tangiléan, l'homme qui porte un nom insensé et qui écrit dans The News Chronicle, Dermot McCarthy. Mais voilà elle qui rentre du Cranium 3, j'ai été ravie d'apprendre, non sans vanité, qui ne me considère comme une romancière poète et ne me prend pas pour une nullité, elle lui aussi a dit apprécier je ne sais plus trop quoi chez moi. Bref, nous avons parlé boutique, du roman, tous les deux en ont un sur le feu. Lui avance à toute allure, elle a le sien au fond d'un tiroir. Ma lassitude s'est dissipée, de sorte que j'ai écrit plusieurs pages de PH, en dépit du fait que Canton H. était couverte d'éloges. Il me faut absolument venir à bout de Roger, peut-être en fin de semaine à Monxods. Un beau ciel bleu digne d'une journée de juin transparaît tout là-haut à travers la lucarne. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que je trouve admirable la façon dont Ness amène toutes ces réceptions. À un certain moment, elle s'est mise à rire, et elle riait tout en essayant de démontrer le rôle prépondérant de la matière. Et je suis partie à rire moi aussi. La discussion a alors roulé sur le fer, l'étain. Dermot, qui possède un sens de l'humour très particulier, nous a raconté que Raymond Abbott lui avait soutenu que les tuyaux des orgues étaient en étain pur. Mrs. Roger a expliqué comment se faisait le feutre, et ainsi de suite. Tout cela était très détendu, plein de bon sens et fort sympathique. Une foule de réceptions en perspective. Les ingrédients du bonheur sont une fois de plus réunis. Un nouveau papa a été élu. Un temps mort dans le brouhaha. Les tableaux de la malheureuse Kira ne sont que des croûtes. Et ce soir, réunion du Parti travailliste, les Wolf prirent la parole devant une classe d'étudiants qui apprenaient les techniques de fabrication des livres, et qui devaient concevoir une jaquette pour Orlando. Claude Roger, 1907-1979, et sa femme Elsie, née New, 1909-1980, étaient tous deux peintres formés à l'Académie Slade. Lui était l'un des membres fondateurs de la School of Drawing and Painting, connue par la suite sous le nom de The Euston Road School, à laquelle était associé Duncan et Vanessa, et pour laquelle VW s'était porté caution. Voir VW, de l'été, VI, numéro 3464, Édouard Tangiléan, né en 1911, écrivain et journaliste, avait fréquenté la Leighton Park School en même temps que Julien et Quentin Bell. Dermot, né en 1911, le plus jeune des trois enfants de Desmond et Molly McCarthy, était à présent médecin. De Cranium était un club-restaurant. Le dernier roman d'Ivy-Canton Burnett, A Family and a Fortune, une famille et une fortune, fut accueilli cette semaine-là par d'éminentes et élogieuses critiques.
Tant dans le TLS que dans le NSCN, Raymond Abbott était un vieil ami de Desmond McCarthy. Le 2 mars, avec une rapidité rarement égalée, le Times, le cardinal Pacelli, Pigsy, fut élu à la succession du pape Pixie, décédé le 10 février. Les Wolves partirent le vendredi après-midi pour Montcanous où ils restèrent jusqu'au mardi suivant 1376 mars 1939. Samedi 11 mars hier, c'est-à-dire vendredi 10 mars, j'ai mis un point final à la première mouture de Roger. Il me faut à présent commencer, encore qu'il ne s'agisse pas uniquement de commencer, ni de réviser encore et encore. Une terrible besogne m'attend et d'innombrables doutes quant à mes qualités de biographe, quant à mon aptitude même à mener à bien cette tâche. Toujours est-il que j'en suis arrivé à bout et que je suis en droit de goûter ce moment de relative satisfaction. Il y a certains faits que j'ai plus ou moins éliminés, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails des supplices sans nombre qui m'attendent. Il se pourrait bien qu'il y ait dans ce livre un frémissement de vie, ou ne serait-il qu'un amas de cendres et de poussière, et dû garder le lit toute une journée à Monsieur H après tant d'événements précipités, le meeting, le dîner à Charleston et le cambriolage à notre retour. J'ai entendu le rire du voleur au moment où il claquait la porte, emportant avec lui les 6 livres qui se trouvaient dans une cassette. Nous pensions qu'il s'agissait de John. Et puis, il y a eu le grand dîner des psychanalystes par une soirée épouvantablement mouillée. Adrien est arrivé en retard. Le dîner a duré de 9h à minuit et demi. Discours d'une inanité et d'une verbosité inimaginable. Lord Delaware parlait de choses et d'autres d'un ton goguenard et l'on papotait avec Duncan et Adrien, mais le reste de notre table se complaisait dans une impeccable morosité, pauvre Missy Saintel, Ménel et Monique Irle, muets comme des carpes. Le dîner fut copieux, goûté du bout des lèvres, sans grande originalité. Mary Hutch, Rebecca West. Quant à moi, je résolus d'inviter Mrs. Klein à dîner, ce que je fis sur le champ 6. Sommes allés également au cocktail de John. Était là Rosamond accompagnée de sa dernière tocade, le petit Géré, emprunté, de souche médiocre, un tel lige, et notre allemand vont, quelque chose. Permettez-moi de vous appeler Rénie, lui a dit elle. 7. Cela étant, je me demande bien pourquoi j'ai accepté, dans l'excitation du moment, l'invitation de Diana Copé à déjeuner avec Ethel Smith. Pourquoi faut-il que je sois si impulsive? Pourquoi suis-je si vieille, si laide, si, et qui plus est, incapable d'écrire? Nous allons rendre visite à la grand-mère Spender ce dimanche, mais aujourd'hui je suis seule. Jeudi 16 mars Jacques, et je lus dans la presse de ce matin, a laissé un héritage de 3000 livres seulement, et lu également que Hitler est entré dans Prague. Cela, a déclaré le Premier ministre, ne s'inscrit pas dans l'esprit de la conférence de Munich. En tout état de cause, mes commentaires personnels sont superflus. Nous sommes le dîner du 25e anniversaire de la Société britannique de psychanalyse eut lieu le 8 mars au Savoy Hotel. Lord Delaware, alors ministre de l'Éducation, faisait partie de la demi-douzaine d'orateurs. Vera Meynell était la seconde femme de l'illustrateur et bibliophile Francis Meynell. R. Monique Irle, 1898-1980, était écrivain et psychanalyste. Son petit livre, Superstition in Society, venait d'être publié par la Hogarth Press. Mélanie Klein, 1882-1960, d'origine viennoise, était psychologue pour enfants et ses livres étaient également publiés par la Hogarth. Le 9 mars, les Wolves reçurent un Allemand inconnu, René Podbielski, qu'ils emmenèrent avec eux chez John Lehman à Mecklenburg Square. Goron Wiré, 1909-1979, de Fellow of Alice Wells, était rédacteur en chef adjoint du Spectator. La grand-mère de Stephen Spenders, Hilda Schuster, était veuve et habitait un vaste appartement assez sinistre dans un hôtel particulier situé près de l'Albert Hall, d'où elle exerçait une surveillance assidue et bienveillante sur la vie de ses 4 petits-enfants orphelins. Les Wolves, après une promenade dans Hyde Park, allèrent prendre le thé chez elle le 12 mars 1939 1377 assis là en spectateur. Hier dans Bond Street, où j'ai fini par dépenser 10 livres en vêtements, j'ai aperçu un attroupement autour d'une auto à l'arrière de laquelle se trouvait un guépard retenu par une chaîne autour des reins. Je me suis aussi procuré un exemplaire de Réunion de famille de Toigny et trouvé les premières pages sans grande saveur. En revanche, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai lu Chaucer, Michelet et même de Sévigné.
Je garde pour l'instant mon opinion en réserve. La veille, Mrs. Klein était venue dîner. Cette retombée de la soirée des psychanalystes n'a pas été consignée ici. C'est une femme qui a du tempérament, une certaine forcée, enfouie au fond d'elle-même, une certaine, comment dire, pas habileté, mais subtilité, quelque chose qui opère sous la surface. Une traction, une torsion pareille à un courant de fond, quelque chose de menaçant. C'est une femme bourrue à cheveux gris, avec de grands yeux clairs qui frappent l'imagination. Ma plume brûlait de venir ici seulement il me fallait écrire, ou plutôt réécrire Roger afin de consigner, par une formule lapidaire, le fait que le déjeuner avec Lady Diana m'a coûté 3 shillings et 6 pence. En effet, cédant à une de mes impulsions, j'ai accepté de rencontrer Ethel à ce déjeuner. Cette chère vieille Ethel qui est sourde comme un pot. Et, dans mon désir d'épater l'aristocratie que rien jamais n'impressionne, j'ai pris un taxi, que j'ai payé 1 livre, à Hyde Park Corner, alors que Chapel Street se trouve à 2 pas. C'est curieux comme les aristocrates ont une vision des choses étriquées. Diana a hérité d'une immense demeure, eh bien, elle se tenait dans un salon qui avait tout d'une boutique de fripier et elle était en plein travaux d'aménagement, jonchée de piles de chintz. Cette pièce vitrée donne sur le grand mur du duc de Westminster. Il possède son court de tennis privé. Des plantes grimpantes, en broussailles, pendillent partout. Cette grande maison est décorée sans la moindre audace. Le masque peint de la défunte duchesse, conservé sous son globe de verre, les reproductions discrètes et amusantes d'éléments de décoration d'Uxville exécutés par Rex Whistler. Tout ici est affadi au profit de l'évocation du passé. Et puis il y a l'immense bibliothèque de Duff, qui aurait probablement fait l'affaire d'un Lord Acton ou d'un Lord Macaulay. Là encore, Rex Whistler sévit dans le style Uxville. Éloge de Sarge. Éloge du monument funéraire exécuté par la duchesse, qui se trouve à la tête. Aisance et simplicité comme à l'accoutumée. Petites assiettes de toutes sortes, mais diverses et variées. L'endroit cependant est vide, car envahi d'objets. Je ne suis pas attachée aux choses, a expliqué dès sa chambre. Elle aussi est un véritable capharnaüm. Sur une table trône un livre de poche assis sous la pression de Hitler. La Slovaquie se déclara indépendante de l'État de Tchécoslovaquie, déjà assablement amputé, le 14 mars. Au cours de cette même nuit, le président Tchéchelcha, malade, fut contraint d'accepter la protection par l'Allemagne de la Moravie et de la Bohême, et, le 15 mars, Hitler rentrait dans Prague avec ses troupes et proclamait que la Tchécoslovaquie avait cessé d'exister. À la Chambre des communes, ce jour-là, Chamberlain annonça qu'étant donné que la disparition de la Tchécoslovaquie avait été le résultat d'une crise interne, le gouvernement britannique ne se sentait plus tenu de respecter les garanties données à la Tchécoslovaquie dans les accords de Munich. L'exemplaire signé, ayant appartenu à V.W., de la pièce de T.S. Eliot de Family Réunion, Réunion de famille, fut vendu chez Sotheby's le 27 avril 1970, lot 43. V.W. déjeuna chez Lady Diana Copé le 13 mars, dans la maison mitoyenne située près de Belgrave Square, dont elle avait hérité de sa mère Violet, la duchesse de Rutland, 1856-1937. Elle s'était installée là après la démission de Duff Copé du gouvernement en octobre 1938. En raison de la guerre, les décorations de Rex Whistler destinées à la bibliothèque ne titrent jamais achevées. Les imitations d'éléments décoratifs du XXe siècle ont disparu. La duchesse de Rutland était artiste, la sculpture en plâtre, figure couchée sur un socle décoré, du monument qu'elle réalisa en mémoire de son fils aîné, Lord Haddon, mort à l'âge de 9 ans en 1894, avait été offerte à la Tate Gallery par Satlimi en 1938, 1378 mars 1939 pence, la chambre de MME de Maintenon, la chambre de la Montespan, etc. Il n'en demeure pas moins que Diana ait la gentillesse, la bonté même, qu'elle a le geste ample et dégagé qui me plaît chez les aristocrates. Il suffit de voir la façon dont elle a essayé le tricorne d'Ethel qui lui allait à ravir. Elle donne l'impression d'être disponible mais de n'avoir nulle part où aller. La conversation pleine d'emphase et menée tambour battant a pris un tour difficile lorsqu'elle a dévié sur Maurice Baring. Tout à coup un petit garçon, les cheveux en bataille, a fait irruption dans la pièce 3. Et j'ai donc raccompagné Ethel en taxi à Waterloo, ce qui m'a coûté 2 shillings et 6 pence, mais j'avais alors trop froid, paré de mes beaux atours,
Aussi ai-je gardé le taxi pour rentrer, et refusé l'invitation à déjeuner de Harry, Stephan, à l'Athénéum. Je songe à écrire un livre de critique. À supposer qu'il se présente sous la forme d'un journal intime, est-ce que cela ne permettrait pas d'aller en toute liberté de livre en livre, ou au contraire cela risquerait-il d'être trop personnel? Rien ne m'interdirait alors de musarder dans Peter Hoppy, par exemple, et de là, de revenir à Sévigné et ainsi de suite. Mais il me faut laisser cela mijoter. Miséricordieux moment de tranquillité aujourd'hui, et pris le thé avec Nessa, puis soirée solitaire, Monsieur H en fin de semaine, et j'ai un nouvel imperméable en toile, vert. Le dos de elle va mieux. Ro nous a parlé d'un allergologue qui décèle les origines des allergies, n'empêche que Ro n'a toujours pas téléphoné. Mercredi 22 mars, Tom m'a envoyé sa pièce Réunion de famille. Non, elle n'est pas bonne. Je l'ai lue ce week-end. Cela commence par des théories, mais il n'y a rien à faire. Voyez-vous, cette tentative de stylisation du bavardage n'est pas concluante. C'est un écrivain lyrique, non un dramaturge. Or, ici, il ne donne libre cours à aucun lyrisme. Le personnage principal en est le reflet, c'est une personnification qui manque totalement de ressort, tout cela est raide comme un manche à balai. Mais le roi du manche, cet homme, or lui n'a pas le droit à la parole. C'est un pieu inflexible et froid. Il y a également la part que l'on s'entapille derrière le rideau du salon. Un début brillant. Une pièce non dépourvue d'idées, mais qui traîne en longueur. Rien n'accroche l'attention. C'est un voile de brume intégral, un échec. La preuve que ce n'est pas un dramaturge, mais un expert en monologue. C'est ce que disent très pudiquement les journaux de ce matin, de nous y mettant beaucoup moins les formes que ses confrères. Nous partons jeudi. Je suis, pour des raisons que je me refuse à analyser ici dans le détail, égoïstement soulagé. Pourquoi? Si la pièce avait été réussie, cela aurait-il en quelque sorte scellé mes propres idées? Est-ce que cet échec ne vient pas conforter ce point de vue nouveau que j'évolue avec PH dans un univers dramatique? Ou bien est-ce pure jalousie de ma part? C'est qu'il y a aussi la pièce de elle enfin, c'est tout un réseau de motifs obscurs. Pour l'heure il fait un temps superbe, je suis seule, aux prises avec une couturière. Elle, quant à lui, a une éruption de boutons. Roddy qu'ils vont disparaître de le fils des Copé, John Julius, alors âgé de 9 ans. Aujourd'hui Lord Norwich Toby à Success, 1939, de Peter Hoppy, jeune homme de 18 ans, frais émoulu des tons. De Family Reunion furent à l'affiche pour une courte durée au Westminster Theatre à partir du 21 mars. Voilà, à son sujet, ce qu'écrivit le critique du News Chronicle, Lionel Hall, il n'y a que dans cette pièce aucun ressort dramatique soutenu. C'est une morne plaine, sans la moindre signalisation, déserte, aride et rocailleuse, 1379 même. Je suis en train de lire Eddie Marsh, et terminer la scène d'Uxville et siècle de PH. C'est curieux comme je l'ai expédié rapidement, d'une plume libre et heureuse. Roger a laissé de côté. Non, vraiment je n'arrive pas à écrire ici. La politique a mis une sourdine. Kingsley en revanche a haussé le ton au téléphone en me faisant le compte-rendu du déjeuner donné par Lady Astor 16. Mercredi 29 mars, il ne fait aucun doute que Tom savait que sa pièce était ratée. Il avait le teint particulièrement jaune et la paupière lourde. Nous avons parlé de son rhume, mais j'ai remarqué qu'il a dit que ses conférences sur l'Église et l'État étaient extrêmement médiocres. Cela montre, je crois, qu'il a le sentiment aujourd'hui qu'il en est de même de toute son œuvre 7. Mais curieusement ce fut une soirée réussie. Kingsley Martin, qui s'était invité, distribua à Anne et à Sally leur maigre ration de politique. Sans cela, la littérature aurait par trop accaparé la conversation. Et puis est arrivé, sans avoir, lui non plus, été invité, Monsieur Élysée et Joseph XVIII, qui se fendit de quelques histoires très alambiquées et néanmoins intéressantes. À propos de Marijuana, il raconta qu'un jour on lui avait vendu pour 10 shillings des cigarettes à l'ambre qu'il supposait être de la drogue. Il en fuma une, aspirant et expulsant la fumée sous le nez d'Olivier Bell qui était allongé sur un lit voisin. Il s'agissait tout bonnement de cigarettes aromatisées. C'est un jeune homme compliqué, poseur et malgré tout intéressant. Ils sont restés jusqu'à minuit et demi. Voilà pourquoi j'ai la tête lasse et suis incapable d'entreprendre quoi que ce soit. Je songe à aller me promener afin de me préparer à affronter Hugues. Quelle idée saugrenue de l'avoir invité seul. Quoi qu'il en soit,
Il me faut me ressaisir et ne pas rester ici assise à rêvasser si je ne veux pas que la migraine s'installe. KM a dit en confidence à elle que des avions allemands avaient survolé Londres. Madrid a capitulé. D'après KM, la guerre est inévitable. Jeudi 30 mars finalement, c'était une bonne idée d'inviter Hugues tout seul. Il m'a fait le récit complet de sa vie sexuelle, dont je retiendrai les faits suivants. Il n'est attiré que par les hommes qui n'aiment pas les hommes. A tenté un jour de se noyer pour Melchior. S'est jeté dans la rivière, s'est enlisé dans la vase, s'est emparé d'un couteau de cuisine, s'est regardé dans une glace. La situation tournait au ridicule. Réconciliation. M'a parlé aussi des bains à l'éléphant et casque, un endroit fréquenté exclusivement par les hommes. Y a vu Lord C, Naomi par VW, tout nu, a surpris Lord B. Naomi, en flagrant délit avec un jeune garçon, l'a revu quelque temps le livre de souvenirs de Sir Edward Marsh, An It's Bay of People, venait d'être publié. Lady Astor, 1879-1964, d'origine américaine, députée, première femme à être entrée au Parlement, militait résolument en faveur de la politique d'apaisement. Les Wolfe assistèrent à la représentation de la pièce de T.S. Eliot, Réunion de famille, le 23 mars. Il dîna avec eux le 28. Au cours du mois de février et du mois de mars, Eliot avait donné, au Corpus Christi College de Cambridge, les 3 conférences de Boutwell qui allaient être publiées cette même année sous le titre de Heidi of a Christian Society. Alice St. Joseph était un ami d'Oliver Bell et condisciple de Sadie Shilvey à Oxford, grâce à qui il fit la connaissance de VW. Les 2 hommes émigrèrent aux États-Unis en 1939. Le 28 mars, après s'être heurté à une résistance de principe de la part des républicains, désorganisés et affamés, les troupes de Franco investirent Madrid, mettant ainsi fin à la guerre civile espagnole. 1380 mars 1939. Plus tard au beefsteak tout couvert de médailles. Vit maritalement avec Harold depuis 15 ans, sans avoir aucun rapport sexuel vain. Tout cela constitue une évidence dont je n'avais aucune notion et qu'il lui est impossible d'intégrer dans ses romans, lesquels, par conséquent, racontent des vies qu'il n'a pas connues, ce qui explique leur médiocrité. N'a pas le courage de s'inspirer de sa véritable expérience. Cela offusquerait les gens qui lui sont chers. M'a expliqué que c'était comme s'il avait eu un père et un fils en même temps. La copulation supprime les obstacles, les barrières sociales. Vit à Hampstead entouré de la famille et des amis de Harold le plus naturellement du monde. Il parle beaucoup mieux de tout cela que de littérature. Cela m'a amené à établir une comparaison entre l'expérience et la pensée, les apôtres et leur notion de phénomène. Il était allé à Rome en mission, envoyant des articles quotidiens aux journaux du groupe Hearst, chose que nous n'aurions pas su faire 21. A commencé par gagner 2 à 3 000 livres par an en 1912. A entretenu quantité de gens, dont Melchior. En tout état de cause, j'ai découvert un autre Hugues. Je trouve cela curieux qu'il n'ait jamais éprouvé la moindre attirance pour une femme. Il faut dire que sa sœur est une lesbienne refoulée, et qu'il a un frère totalement asexué, un maître d'école. Notre conversation a duré de 2h30 à 7h30 sans interruption. J'y ai pris beaucoup de plaisir et Hugues m'a plu malgré le violent mal de tête qui me tenaillait. Je suis allé ce matin à Highgate et j'ai vu la pierre de Whittington 22. J'ai croisé aussi 2 vieilles dames à Parliamoy. Toutes les 2 portaient un bonnet en broderie turque sur une méchante touffe de cheveux blancs, pauvres et dépenaillés, de grosses bottes aux pieds, des bas noirs tout plissés, et accompagnés d'un chien. L'une d'elles a dit « Bon, Peter, si tu ne viens pas, moi je m'en vais ». Elle marchait en clopinant. Étrange spectacle de leur extrême pauvreté, de leur décrépitude et de la place qu'occupait Peter dans leur vie. La façon dont elle lui donnait à manger, et étaient toutes 2 identiques. Et toujours cet étau qui me comprime la tête, le Mémoire Club ce soir. Molly a subi son opération qui, semble-t-il, a réussi. Desmond a une mauvaise grippe, le livre de Clive à lire. Voilà, c'est tout. Ah, encore une chose, je me suis remise à taquiner Roger. Vendredi 31 mars, oui, j'ai écrit cette phrase hier soir dans laquelle il est question de porter la panoplie de la vie sur ses épaules et d'éprouver une grande joie à s'en défaire. Je ne sais si cela est vrai. Cela m'est venu après une journée de tracasserie domestique. Elle avait de la fièvre et avait dû s'aliter. C'était juste avant la réunion du Mémoire Club. Lauritz Melchior, 1890,
1973, le Danois Zeldan Tenor incarna pendant de nombreuses années l'ami idéal aux yeux de Hugo Walpole. Aux alentours de 1926, il perdit la prééminence de ce rôle au profit de Harold Shever, 1873-1971, un policier qui devint et resta jusqu'à la mort de Walpole son chauffeur, secrétaire et compagnon. Dans le vocabulaire apostolique, le monde extérieur à la société, le monde des apparences, est dit phénoménal, et ceux qui en font partie sont qualifiés de phénomènes. Seule la société est réelle. Envoyé par le groupe de presse Hearst, Walpole passa un mois à Rome pour couvrir les funérailles du pape Pie, l'élection et l'intronisation, le 12 mars, de son successeur, Pie. La pierre érigée en 1821 sur Rigati indique l'endroit approximatif où Dick Whittington et son chat se reposèrent un moment. C'est en entendant les cloches de St. Mailebol que Dick Whittington rebroussa chemin et renonça à quitter Londres. 23. VW utilisera quelques semaines plus tard cette phrase en parlant de sa mère, dans Instant de vie. Elle portait sur ses épaules, ce que j'appelle dans ma sténographie, la panoplie de la vie. Dans sa façon de laine sourit un anirinori erak flrien, en puata nd utielac, itarel. Atlas peu a lups ni a la noal seira axanura aninua et ana urgivera nbg et tenranu a unea elua tuarite irsfs, RIMBA, 43 rue 1 Ena Durpsia 2 UOSS Ateloe Aureliano, Itiara 53 ri 12 Affilirien G, Apura 9 ri ANB Sartué, Moutren Belut Psiazine la Kirtia 153, D,5 UDA, ST 1511 141 degrés 1 3 sepolbx 3 secondes, 1 Myrtus Uonkir Seinol Tial que JANB Ciel Urpes AP le Apsuam Juaï, DDHS Xesquiliel HSQPU 0 P3 11 Suet Z61, Pigilimou UA 9 HQND, Axtruet Paes Derila Espara en Zatawa Otia SDA Ambre Uripke 9 POS RJ Luna Eolia RNBQDM ILOD ou TUXDS ULU ALURIM, IK. I1 Sisi Equeda 9 Népalion vu Orb.9 Uoivna que J sur Pnar AKU Opnel a apparu OS sur PANB, Ezal Népal, 9 L Snuf. Ifanoli Hitlart Paris Asa Semi ou appli à NBLM à la SIOS Bjarasakida à 2OI.17Z. Urna accès et suri. Sleburich TZQ. Alambide à Eino. Asa. Depuusa 8 NUSU ATT à Mon 0 SA Landeria à OH Salut OS Noa Sorgeo 10 Waltuni celui les 011 à Otalut sur 91 rue à E à une barre. Népal Saola Uo et Urcle. VD 9CA 9E Afan ANB Oise Atotso Gilo Uxa POTUA. Itoad Liofu Népal Parui. RW Duin 9 UT PLS Ya 1 TDI 01 Chitea LTT Népal UOTM 9. Un ESNDU Azao Alain Suxtutio USSRW UTA Alcusodul Laza 9 Ma PLUSU. XRDA Pab Satiola Royo sur Salol Siob Dapxox Noa Sanoka PCD Kwao Apal Cluta et Aluka Anusa Anumubuta ONB Alsol Azas Nuoyort Prio S1. Type Copo Uxota LLR Usaio Module plus Atua R A Népalo Papo A Opioged 1, 101, 1. 111 10 DSU AES Nueo 4 IVEP 9 Audue et Asoro Atuo Punu AP Azantribo DSDOES Sorju Asolutué Suoptis Rion 093 EOT Apu Jao Lunan. Luanola Salu Atu 9 PSN Yano ou Sombmosa 493 So Atan 0 LEA ITS1 Axtaotes Lao Apio Louis Anejor Xumoa et Dutpin. PUSTEIV, la FDOIO ISRA 91 OURA LUOUAJT JTTP SNIO APUA ATMODIO en Vazanol. Wasits Redio GEOSA Eolia OIODUNO UONB Eutarkunouidui Am Delumuurtuort Kiaduadiri DDO, Idiolito Apone, PNQLTO Anumosacto Yosa UO0 Ruotua Anal Anaeswatio Annual. Capi Ozoomba Quiptu Apue Alnoni. P. 11 sta 6. Sampa Nofa Anitogama Penial et Puel Batmelda PZN V9 Nepalas Nols Compema Atu 9 secondes Fium Sa 91 Tuomo Traversio 1 91 Onana Ootil 9191 EN Venuon et CD 4 F 19 Fupu Utsokyo Pusi.
Cuba US Tulaxo Cosuos LED et son SN Népal Ompidéogial ne Susuosnri 011 Ilipsiti Totauaotu Anopura de Zone Pa Elino NBR PAVUP Népal Anok Uniol Soputi Awaodea Tu Anoduj Notuel 9 Peol Tues Onokun Peinan RFE Esi du LED Ananzo 9 ou Alroa 9 -0 Flo RCTAO 0 ou en solo douce Teortuiso 9 su aussi au Lucu à point 1011 ODL 11 13 11 11 don Nius Nouan oui Tuua situé au so à loi solo à Paoyegir NBUOM Yopu Urio Tuaox 9 au Omnium Homéoposio Wiafluo Tuwa Shui Soudour le Po Odlit 1103 Sni première au 9 Upetuo le Siunpen Belex 0 Jouera UOSUNE Anuinosia So.du, Itiosiorm, C1, Ftisitioso Afsaaolu, 101 Solisozot Psoel Lezio Lila Mozomaz, Tuogisuel El Sojuatuaso Aputul Samu Union BALE Ola pour Frnin PIB 01 Ensuite Fossatua Hot Poaded NS 03 SPD 9 PN ANON BODON BOL Suano, Uwexopa 011. Ligimi Saïo Faal Sopa UADIAE 919 Stranef Limpo Aoidotu Elio Anzaolo Unita Esta ES 181 382 avril 193 9 On peut passer du domaine privé au public, ses yeux sont plus bleus, sa peau plus rose et il arrive à marcher sans souffrir. Lydia s'est occupée, le lui avec dévouement pendant son traitement. Il trouve que Clive était totifié par Nessa, qu'elle se refuse à exprimer les choses ouvertement. Qu'elle n'extériorisera jamais quoi que ce soit. Il faut dire que Lydia se range systématiquement du côté de son mari, a une mentalité d'esclave bien naturelle dans leur situation. Mon allégeance à moi est vouée à N et à D comme il se doit gerne néanmoins toutes amis mais je ne goûte pas l'atmosphère de Tilton. Il fait une chaleur de four, un gazoïd d'oiseaux, des papillons. Je lis Dickens afin de me rafraîchir l'esprit. C'est étonnant comme il vibre de vie, n'écrit pas, ce qui à la fois est une vertu et un défaut. On a l'impression de voir quelque chose émerger qui serait sans âme. Reste que la précision de sa plume, parfois même pénétrante dans le cas de Miss Kay, de Miss Prissou encore du fermier, dans Nicolas Nickleby, est remarquable. Je ne parviens pas à tordre le cou à mon sens critique, même au prix de gros efforts. Et puis je lis aussi Sévigné, en professionnel, en vue de cet amalgame rapide que je compte réaliser, à partir d'ouvrages de toutes sortes. Dorénavant je veux écrire des livres courts, vifs, serrés, pour ne plus jamais me retrouver pieds et poings liés. C'est la seule façon d'éviter l'encroûtement et le refroidissement de la vieillesse. De rejeter en outre toute théorie préconçue, car de plus en plus je doute qu'on dispose d'une connaissance suffisante, ne serait-ce que pour exécuter une esquisse plausible, de toute façon trop conventionnelle et pompeuse. Maurice, le dernier des frères LL. Davis est mort. Margaret, elle, est bien vivante mène une vie par trop précautionneuse, pensais-je à une époque. À quoi bon faire traîner les choses en longueur, passer son temps à mesurer et à tester son petit reste d'énergie, en lui ménageant des tâches aisées dans le seul but d'accumuler les années de... Suis en train de lire également La Rochefoucauld. Voilà quel est le véritable enjeu de ce petit cahier. Il me pousse à lire crayon en main en suivant cette piste qui consiste à s'attacher aux livres de qualité et à ne pas se laisser entraîner sur la pente glissante de manuscrits quelconques ni par les piaillements de jeunes bêvards. Mot qui contient la notion de bec d'oiseau, durs et béants, et celle de bavardage par simple bienveillance. Au besoin, je relis Chaussée. Et donc, si je disposais d'un peu de temps mais la semaine prochaine devrait être plus solitaire, je m'élancerais, si nous n'étions en guerre, très haut dans les airs pour rejoindre cette strate fascinante et si rarement visitée. Là où mon esprit fonctionne avec une telle célérité qu'on le dirait immobile, pareil à une hélice d'aéroplane. Pour l'heure, il me faut retaper le dernier passage consacré à Clifton, en finir avec lui d'ici demain, et avoir fait place nette avant Cambridge. C'est un passage assez bon, oui, je crois qu'on s'y est bien modelé. Plech, 1879-1957, d'origine hongroise, quitte à l'Allemagne à l'arrivée au pouvoir des nazis, pour venir s'installer en Angleterre. Il soignait Keynes depuis 1937, dont il devint à la fois le médecin et l'ami de Margaret Llewellyn Davis, alors âgée de 78 ans, avait 6 frères, Maurice, 1865, 1939,
était le 3e avril 1939 1383 à jeudi 13 avril et puis ont suivi 2 jours de grippe, une grippe bénigne mais qui, comme à l'ordinaire, vous suce le cerveau de sorte que je ne viens ici ce matin pour parcourir calmement quelques lettres de Roger. J'ai terminé les 40 premières pages l'enfance, etc. bien avant la fin de la semaine. Cela dit, il s'agissait de pages en grande partie autobiographiques. La politique se fait maintenant menaçante. Déclaration de Chamberlain à la Chambre aujourd'hui. La guerre n'est pas pour demain, je suppose, mais elle se rapproche. À Charleston pour le thé aujourd'hui. Elle est allée à Brighton hier où il a eu avec Miss Robin, à l'IT, une longue conversation fort intéressante. Je regrette de ne pas y avoir assisté et cependant je suis ravie d'avoir profité de la solitude qui s'offre à nous ici. Si seulement je pouvais m'y enfouir une dizaine de jours. J'ai lu une centaine de pages de Dickens hier, et je m'aperçois qu'il existe une vague relation entre la dramaturgie et le roman, cette emphase, cette façon de caricaturer ces innombrables scènes, de créer sans cesse des personnages. Tout cela procède directement du théâtre, de la littérature qui est la demi-teinte, qui suggère, ainsi qu'elle apparaît chez Henry James, il en est à peine fait usage. Tout ici est tranché, chargé de couleurs, passablement monotone et néanmoins si foisonnant, si créatif, oui, mais pas éminemment créatif, sans pouvoir évocateur. Tout est étalé sur la table, n'engendre rien lorsqu'on se retrouve seul. Voilà pourquoi la lecture en est si rapide et séduisante. Il n'y a rien qui vous incite à poser votre livre et à réfléchir. Mais ce ne sont là que divagations de femmes grippées, et puis j'ai la tête si embrouillée que je vais emporter sœur Édouard, les lettres de Free, dans la maison et les dépouiller au coin du feu. Le temps maintenant s'assombrit quelque peu alors que nous venons de connaître 4 jours de chaleur estivale avec plus de 20 degrés de température. Un papillon morieux se chauffe sur le mur. L'urticaire de elle va mieux. Nous nous nourrissons de macaroni. À noter, l'hostilité de Lydia à l'égard de toutes les femmes mariées. Samedi 15 avril, il est curieux de voir l'extrême abattement qu'entraîne une petite grippe et un rhume de cerveau. Par chance, la dépression est un phénomène qui m'intéresse. J'en fais un jeu qui consiste à ressouder les pièces disjointes, c'est-à-dire que j'allume un feu auprès duquel je me laisse, en quelque sorte, dorloter. Faire la cuisine est d'un grand secours. Mais, mon Dieu, que j'étais triste et déprimée hier. Il faut dire aussi que les bruits venant de l'immeuble en construction sont oppressants. Et puis il y a toujours cette chère vieille guerre, maintenant reportée d'un mois. Mieux vaut éternuer et se moucher que couver quelque chose. J'ai assez bien avancé dans Roger, compte tenu des circonstances, je ne pense pas devoir passer 2 semaines sur chaque chapitre. Du reste, je trouve cela plutôt amusant, de soumettre ce que fut ma besogne d'une année à ce traitement de choc. Il me semble en apercevoir la forme générale et je crois qu'avoir procédé par compilation était une bonne méthode. Il se peut que le livre soit trop proche du roman. C'est le cadet de mes soucis. Pas de courrier, rien aux informations, et j'ai la tête trop engourdie pour lire. Elle avance dans son livre au grand galop, Barbarians at the Gate. Il y ne plairait de prendre des vacances, aller passer quelques jours en France, ou aller courir les Cotswolds 1,384 Annie 93,9 pourtant, quand je songe au nombre de choses que j'ai, qui me sont chères, à Euroon. C'est que ce qui est curieux, je commence toujours mes phrases de cette F, tout semble se désagréger sous l'effet de la guerre. Plus rien n'a de sens, impossible de faire des projets, en même temps apparaît un sentiment de communauté. L'Angleterre tout entière pense à la même chose aux horreurs de la guerre au même nid. Jamais je n'ai ressenti cela avec autant de force. Et puis la tension retombe et chacun réintègre son individualité, coupé des autres. Mais il faut absolument que je commande des macaronis y Londres. Mercredi 26 avril, 52 Dvistock Square. Me voilà arrivé au car j'ai fait 100 pages de Roger, du moins en serai-je là demain. Étant donné qu'il y en a 400 et que 100 pages me prennent 3 semaines, oh mais j'ai été souvent dérangé, j'aurai fini dans 9 semaines. Oui, il me faudrait l'avoir terminé d'ici fin juillet mais il se peut que nous partions en voyage, alors, disons, où. Et il faudra qu'il soit entièrement redactylographié en septembre. Enfin, cela veut dire qu'il sera publié l'année prochaine à cette époque-ci, et que, moi, j'en serai libéré en août, que tout cela est pénible. En outre, j'imagine qu'il ne présentera guère d'intérêt, hormis aux yeux de 6 ou 7 personnes, et que je serai couvert d'injures.
Vendredi 28 avril, j'ai le cerveau passablement embrouillé à force d'essayer de mettre en forme le chapitre consacré au mariage de Roger, mais le cœur content grâce à elle qui m'a dit hier soir qu'il était plus attaché à moi que moi à lui. Nous discutions pour savoir lequel des deux serait le plus affecté par la mort de l'autre. Il m'expliqua que lui accordait davantage d'importance à notre vie commune que moi. Il cita en exemple le jardin. Selon lui, j'évolue beaucoup plus dans un univers à moi. Je fais de longues promenades toute seule. Enfin, nous nous sommes chamaillés. Cela m'a rempli de bonheur de penser que j'étais à ce point indispensable. Il est étrange de n'éprouver que rarement ce sentiment, et pourtant la vie en commun est une immense réalité. Par exemple, je ne peux pas aller voir de Wreck 3 avec Ethel Smith ce soir parce que 1. Je suis légèrement fiévreuse 2. Et plus sérieusement, je préfère rester à la maison passer la soirée avec l'inutile de lutter contre cela. C'est un fait. Mon Dieu, que ce fut sinistre d'aller prendre le thé chez Mrs. W hier. Il n'y a plus aucune vie en elle, fait penser à une vieille herbe sauvage accrochée à son rocher, et qui ressasse sans arrêt les mêmes griefs. C'est d'ailleurs ce qui nous a amenés à évoquer nos morts respectives, elle déclarant qu'il espérait me précéder dans la tombe. Elle connaît une vieillesse solitaire particulièrement intolérable. Mais cette solitude, a dit-elle, vient du fait qu'elle a adopté une attitude irréaliste, a vécu dans un faux semblant sentimental. Elle se figure être la matrone vénérée de tous et oblige ses enfants à adopter ses propres façons, ce qui explique le caractère illusoire de ses rapports avec tout le monde. Cette obsession l'a par ailleurs coupée de tout autre centre d'intérêt, n'a aucun goût pour ce qui n'est pas personnel, la peinture. 3. Ce soir-là avait lieu la dernière représentation de la saison de l'opéra d'Ethel, Les Smiths, de Naufrageurs, au Sadler's-Wells. Wreck avril 1939-1385. La musique, les livres, se doit de dépendre de ses fils, et donc n'arrête pas de faire allusion à la bonté de Herbert ou de Harold, insinue que elle la néglige, sous-entend que j'ai enlevé elle à sa famille, et que je l'ai engloutie dans la mienne. Nous sommes donc restés assis dans cette pièce rose, encombrée et surchauffée, pendant 2 heures, et nous ingéniant à trouver toutes sortes de sujets de conversation. Mais il y eut d'abominables silences, nous avions la tête comme remplie d'ouates, et tout dans la pièce était poussiéreux, lugubre, vieux et désespéré. Elle nous a cependant raccompagnés jusqu'à l'escalier en faisant jurer à elle qu'elle avait meilleure mine. C'est vrai, Laine, n'est-ce pas que j'ai l'air d'aller mieux comme si elle continuait de s'accrocher de toutes ses forces à la vie, qu'on ne pouvait l'en déloger. De là, nous avons traversé Caen, gardant sous une averse de grêle et avons aperçu les cerisiers livides et blafards dans la brume jaune de l'orage. Ce printemps est d'un froid hivernal. Samedi 29 avril au fond, quelles sont les choses vraiment intéressantes ? Je suis en train de me demander quels sont les livres que j'aimerais lire dans 10 ans. Je serais bien en peine de le dire. Peut-être des choses concrètes, des annales plutôt que de la fiction. Hier je suis sortie en manteau de fourrure, tant le froid était vif, pour aller me promener dans Londres. Je me suis arrêtée devant l'église Savoie, il y avait des photographes. Quelques minutes plus tard, la mariée est arrivée. Sa voiture est passée lentement, suivie de toute une enfilade d'autres véhicules. Sont apparus la mère et un petit gars Hohen d'honneur, accompagnés de 2 fillettes portant de ridicules canotiers. Elles aidèrent la mariée à ajuster son voile. Pourriez-vous le passer par-dessus mon bouquet demanda-t-elle, rayonnante de gaieté, le teint passablement rouge, la silhouette mince. Le mari et son garçon d'honneur, en pantalon gris et jaquette, attendaient. Des vieillards assis au soleil observaient la scène. Les photographes, un petit cortège, plutôt maigrichon, froid et pas très opulent, pensai-je en moi-même. Le père, un homme dans mes âges, portait des bottes fatiguées, rasées de près, soigneusement peignées, rouges, maigres. Il s'agissait de M. Sholto Douglas Barnes et de Miss Marjorie Berkeley, la fille d'un défunt colonel de l'Indian Civil Service, comme je l'ai apprise aujourd'hui. De là, j'ai remonté l'embankment jusqu'au quartier des Fourreurs derrière Blackfriars. Des hommes en manteau blanc bordés de peaux argentées, l'odeur de la fourrure, et redécouvert les anciennes compagnies de la City. L'une d'elles s'appelait l'Inkepe Compagnie 5. Vu aussi une plante verte qui dépassait d'une usine, et l'un de ces inévitables manoirs du XVIIIe siècle, un peu à l'écart. Me suis ensuite engagé dans Cannon Street, et acheté un journal reproduisant le discours de Hitler, l'élu à l'impérial de l'autobus.
Il manque à la conclusion avait été coupé en fin d'impression. Tout le monde le lisait, jusqu'aux marchands de journaux eux-mêmes preuve de son grand intérêt. De là à Kingsway ait fait l'achat de chemises en papier, n'ait pas réussi à trouver un guide dès ce mariage, annoncé dans le Times du 29 avril, fut célébré dans Savoie-Chapelle, non loin du Strand. VW marcha depuis le pont de Blackfriars en passant par UP Thames Street jusqu'à Cannon Street. Inolde se trouve dans College Street. Dans son discours devant le Reichstag du 28 avril, Flidé dénonça l'accord naval germano-britannique signé en 1935, le pacte de non-agression germano-polonais de 1934 et, enfin, exigea que soit restituée au Reich la ville libre de Danzig 1386 mai 1939 Cotswold. Elle a reçu la visite de 4 messieurs venus discuter du mémorandum de Sir John Maynard VII. Élu chaussée, avec beaucoup de plaisir. Ceci fut pour moi une bouffée de chaleur et une grande joie de ne pas être allé au Sadler's-Wells. Coup de téléphone de Nessa, et puis au lit. Lundi 1er mai, mauvaise matinée car ma source est tarie pour ce qui est de Roger. Je suis néanmoins résolu à cheminer jusqu'au bout en m'efforçant de faire du bon travail, non une œuvre d'art. C'est la seule solution, m'obliger à continuer, et m'accorder des moments de détente en lisant de la fiction, mot indéchiffrable, et en allant passer quelques jours dans les Cotswolds. Inutile cependant de se voiler la face, c'est une corvée, qui plus est, inévitable. Il me faut en passer par là pour en être quitte. Ma main, je le vois bien, refuse d'écrire. Dimanche 14 mai, cette dernière phrase mériterait d'être répétée. Je m'aperçois que cela fait 15 jours que je ne me suis pas accordé une parenthèse de quelques minutes entre Roger et le déjeuner. Inutile de revenir sur le fait que ma tête est une pelote de ficelle extrêmement serrée. Pour la dévider, je m'allonge sur ma chaise longue thérapeutique et somnole. Mais le bruit m'assomme. Les 2 maisons voisines sont démolies, et la nôtre ne tient que par des étançons. Restent quelques morceaux de papier peint qui tapissaient ce qui était jadis des chambres d'hôtel. Ainsi donc les bruits de circulation de ce tanton road me tapent sur les nerfs, et je rêve d'être au 37, Mecklenburg Square, bien que je doute que nous l'obtenions. Pritchard est en pleine négociation avec les Bedford. Avons eu une discussion concernant l'avenir de notre collaboration avec John. Il est durement éprouvé par cette année de vache maigre. Ne peut vivre à Londres avec 500 livres moins les intérêts qu'il paie à sa mère, etc. Le 37 est vaste, extérieurement, et puis c'est une maison si calme et je pourrais dormir dans n'importe quelle pièce. Mais il est vain de s'attarder là-dessus, d'autant qu'il faudra subir les affres d'un déménagement en nous. Nous avons eu, je ne sais plus trop quel jour, la visite de Delewis, juste dans le sillage d'Elisabeth. C'est un homme robuste, vigoureux, bourru, qui ressemble un peu au Mugjan d'il y a 40 ans. C'est ainsi que George, je crois, appelait Malcolm McNaughton. Priestley se prélassant sur la plage a fait l'objet d'une discussion. Je l'ai fait rire en citant l'expression de mémoire. Comme j'aimerais pouvoir cette. Sir John Maynard, 1865-1943, était président du comité consultatif du Parti travailliste sur les questions relatives à l'Empire britannique dont LW était secrétaire depuis plus de 20 ans. Bien que le bail du 52, Tavistock Square n'arriva à échéance qu'en 1941, les Wolfe étaient si incommodés par le bruit occasionné par la démolition des maisons voisines qu'ils déménagèrent. Le 9 mai, ils allèrent visiter le 37, Mussidamburg Square, qu'ils décidèrent de louer. Monsieur Pritchard, notaire et sous-locataire des Wolfe, accepta de les suivre au 37 et tenta, sans succès cette fois-là, de convaincre leur propriétaire, le duc de Bedford Estade, d'accepter d'avancer l'échéance de leur bail. Elizabeth Bowen vint prendre le thé avec VW le 3 mai. Se joignit à elle le poète Cecil D. Lewis, 1904-1972, qui travaillait à l'époque à un scénario pour un projet de film sur les mineurs, destiné à la British Commercial Gas Association. Sir Malcolm McNaughton, 1869-1955, magistrat à la Haute Cour de Justice, George Duckworth avaient été ensemble à Eton et à Cambridge. Les Wolfe assistèrent à la représentation d'L.B. Priestley, Johnson over Jordan, le 4 mai au Savile Theatre, 1387. Sortirent davantage de citations. Boswell faisait cela très bien.
Serait-il possible que je devienne comme B avec l'âge? Je suis en train de réaliser des films pour les ouillères. Je mène une vie des plus provinciales. Une maison un peu trop artificielle. Dans le Devonshire, j'en déduis quelques ruptures d'avec les sodomites. Boswell à Sissinghurst. Gwen se promenant dans les bois de Jacinthe, évoquant sa jeunesse, un peu pour se justifier. Elle avait fait de la réclame pour une boutique de parfums, avait joué les assistantes sociales. Sa fille Jixie a rencontré une prostituée devant le Berkeley, qu'elle a sauvée. Ce qu'il faut, c'est simplement parler à Bessie, a-t-elle dit à la jeune fille qui s'occupe d'elle. C'est sa façon à elle de faire du racolage. J'ai quelque peu offusqué. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé les fleurs d'un jaune crème étendre dans l'herbe inondée de soleil, et leurs courbes plongeantes, comme dans un tableau. De même que la silhouette effilée des éclatantes jacinthes, Evita en pantalon. Et, à propos, nous allons en Bretagne après la Pentecôte. 2 semaines entières de flânerie. Voilà qui va remplir la citerne asséchée qui me sert de cerveau. Cela étant, les choses ne sont pas, loin s'en faut, aussi terribles qu'avec les années. Une religieuse m'a écrit pour m'inviter à organiser une manifestation de marginaux à Hyde Park. Je m'interromps pour lui répondre. Gertley ce soir 4. Jeudi 25 mai, quelques notes brèves et décousues que je consigne en coup de vent. Elle négocie en ce moment, à l'étage, pour obtenir le 37e SQ. Moi, je fais mes paquets. Nous partons, et il est fort probable que je n'écrirai plus guère dans ce studio, aujourd'hui si bien rangé. J'y ai mis de l'ordre pour permettre à Ben d'y travailler. Je dois monter préparer nos valises. 3 semaines de Bretagne et à Rodmel. La réception d'hier soir. G, Neckens, EWN et son ami des bas-fonds. Ben Nicholson 5. J'ai été dérangé par des gens venus visiter la maison. C'est le premier jour qu'elle est entre les mains de l'agent immobilier. Nous sera-t-il donné de vivre le reste de nos jours en jouissant de la vue sur ce grand jardin paisible, illuminé de soleil? Je l'espère. Le 25 mai dans l'après-midi.